Une chef de police du Massachusetts a failli être prise la main dans le sac après avoir prétendument sollicité une femme pour des relations sexuelles. Law and Crime s'est procuré la plainte pénale qui contient tous les détails choquants. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner. Cette affaire a été révélée la semaine dernière lorsque le chef de la police a été surpris sur le parking d'une école locale. Mais, comme toujours, il y a bien plus dans cette histoire. Michael Ali-Bozak était chef de la police de Cheshire depuis juin 2022, mais désormais, sa carrière est menacée. Selon la police, la semaine dernière, le 6 novembre, une femme a publié une annonce en ligne. Nous ignorons sur quel site l'annonce a été publiée car cela faisait partie d'une opération d'infiltration. Une policière en civil a publié l'annonce sur un site dédié aux escortes indépendantes, agences et prestataires de services pour adultes. L'agente d'infiltration a même utilisé l'application Callio pour créer des numéros de téléphone sous couverture afin d'appeler ou d'envoyer des messages aux potentiels délinquants. Inversement, les forces de l'ordre l'utilisent aussi pour joindre les victimes. Dans ce cas précis, cependant, l'agente d'infiltration a reçu un message d'un homme dont la police affirme qu'il a clairement exprimé ses intentions et cet homme serait, selon les allégations, le chef Ali-Bozak. Les messages sont arrivés vers 21h le 6 novembre. D'après sa plainte, ils venaient de Michael. Les messages attribués à la femme venaient de l'agente d'infiltration que Michael ne savait pas être policière. Voici ce qu'ils disent selon la police. Michael, tu es libre pour un rendez-vous? Agente, oui. Michael, tu viens à Adams? Agente, où à Adams? Michael, East Road, après la limite Adams-Cheshire. Agente d'infiltration, tu peux venir plus au sud? Michael, je n'ai pas envie de sortir. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir. Ma fille rentre vers 10h30, donc il faut faire vite. Agente d'infiltration. Je n'aime pas aller chez des inconnus. Ha ha ha, ne le prends pas mal. On peut se retrouver plus loin ou faire un rendez-vous en voiture? Michael, si c'est rapide, on se retrouve à Ouzac. Tu pourrais venir chez moi, mais il faut partir avant que ma fille arrive. J'habite à 1 mile de l'école. Officier en civil. D'accord, je peux le faire. Quel service veux-tu pour que je te donne le prix? Ouzac est tout près de chez moi. Michael, juste une demi-heure, ou tu veux des détails? Officier en civil, le prix dépend aussi des détails. Michael, rendez-vous sur le parking du terrain de football. Tu n'es pas flic? Officier en civil? Non, je ne vais pas prendre de risque. J'arrive. Tu es flic? Tu viens d'où? Je te retrouve là-bas. Non, bien sûr. Officier en civil, ligne Pittsfield-Lanesboro. Attends, tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. Michael, j'ai envie de te pencher et de te baiser. Officier en civil, pari tenu. On se retrouve dans 15 minutes. Dans quelle voiture seras-tu? Je conduis un RAV4, Michael, Toyota pick-up noir. Tu es loin? Officier en civil, j'arrive dans 10 minutes. Michael, je viens d'arriver. Tu préfères venir chez moi? C'est à 2 minutes, officier en civil. J'y suis presque. Michael aurait envoyé son dernier message à la femme à 21h43 le 6 novembre. Vers 21h45, les agents sont arrivés à l'école en voiture banalisée. Alors que les enquêteurs traversèrent le parking en voiture, un Toyota Tacoma noir est arrivé. Les agents ont demandé à Michael de sortir du véhicule et, selon la plainte, l'ont menotté peu de temps après. Cette fois, Michael était de l'autre côté des droits Miranda. On les lui lisait au lieu qu'il les lise. Michael aurait déclaré que tout cela était un grand malentendu. Selon sa plainte, il a dit aux agents qu'il était sur le site au départ pour essayer de faire sortir des filles de la rue. Il disait rencontrer les femmes, leur parler, leur apporter à manger et tenter de les remettre sur la bonne voie. Il dit l'avoir fait avec 4 ou 5 femmes, précisant que ces rencontres, non sexuelles, servent à les remettre sur le droit chemin. Selon le tribunal, le chef de la police dit avoir découvert le site d'escorte il y a 1 an. Il a rencontré une femme russe de Pittsfield ainsi qu'une autre femme de Lennox, et que ces femmes en particulier ne sont pas revenues sur le site depuis et qu'il espère qu'elles vont bien. Michael aurait dit aux agents que les femmes confirmeront sa version, mais il y a un problème. Il n'aurait aucun moyen de les contacter. Le rapport indique que Michael Ali-Bozak est marié et a 2 enfants. Je veux dire, il en a mentionné une dans les messages, mais il a dit aux agents qui l'ont arrêté que sa femme n'approuverait pas qu'il rencontre ces femmes. La nuit de son arrestation, elle était en formation à Boston. En fouillant la voiture de Michael, les agents ont trouvé plus de 500 $ en liquide. Les enquêteurs ont alors décidé de l'arrêter, estimant avoir suffisamment de preuves. Michael a été inculpé pour sollicitation de services sexuels contre rémunération. Après son arrestation, il a été relevé de ses fonctions et placé en congé administratif. Son accès au commissariat et son arme de service lui ont été retirés. La ville de Cheshire a dû organiser une réunion d'urgence pour nommer un chef intérimaire et signaler l'affaire à la commission poste du Massachusetts. Libéré sous caution, il a plaidé non coupable.
Son avocate a déclaré à National Broadcasting Company Boston qu'elle mènerait une défense agressive contre les accusations. Son équipe de défense et nos enquêteurs suivent les informations qui nous ont été fournies et que je pense être très utiles pour sa défense et qui pourraient même mener à son exonération. C'est un citoyen respectable et il est dommage que cette accusation ait eu lieu. Je comprends le travail du procureur et de la police d'État. Nous allons également le défendre de manière très énergique. Nous avons des moyens de défense viables et très solides que nous allons présenter. Je suis maintenant avec l'avocat de la défense pénale, Will Corman. Merci, Will, d'être avec moi aujourd'hui. Il me semblait évident que les autorités allaient mettre Mikhail Ali-Bozak en congé administratif. Mais en lisant simplement la plainte pénale, j'étais un peu comme « wow ». Surtout lorsqu'il a demandé à la femme, en fait une policière en civil, si elle était des forces de l'ordre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en lisant sa plainte? Eh bien, je veux dire, l'un des aspects, je pense, les plus troublants de cette affaire, c'est qu'il y a deux volets. Premièrement, il ne cesse de répéter que l'agente infiltrée doit être partie avant que sa fille ne rentre à la maison, et je trouve cela particulièrement inquiétant. On a ici un homme qui était chef de la police d'une ville, et il ramène chez lui, dans sa propre maison, ce qu'il pense être une travailleuse du sexe, tout en sachant très bien que sa fille peut rentrer à tout moment. C'était inquiétant. Cela révèle une compulsion, une incapacité à se contrôler, même sachant que sa fille peut arriver à tout moment. Il écrit « Tu dois être parti avant 10h30, ma fille va rentrer ». Il le répète plusieurs fois. Oui, c'était vraiment choquant de lire tous ces messages. Et je pense qu'ils ont fini par se mettre d'accord pour se retrouver sur le parking du collège-lycée. Et bien sûr, c'était vers la nuit, mais c'est quand même assez audacieux de le faire, un peu au vu et au su de tout le monde. Quelle est ta réaction face à son arrestation sur le parking d'un lycée pas collège? Eh bien, encore une fois, je pense que cela montre bien la compulsion. Je veux dire, encore une fois, il n'est pas un inconnu dans la communauté. Et là, il est prêt à conduire sa propre voiture dans un lieu public auquel toutes sortes de personnes ont accès. Tu sais, mon lycée et celui de mes enfants est juste au bout de la rue. Le soir, il y a des activités, parfois des réunions parents-professeurs ou de l'association des parents d'élèves et d'autres événements. Les gens entrent et sortent de ce parking tout le temps. Comme tu l'as dit, ce n'était pas un rendez-vous en pleine nuit, mais vers 21h30 à 1h où cela arrive encore. Oui, je sais que l'arrestation faisait partie d'une opération plus large. Mais en tant qu'avocate de la défense pénale, est-ce que tu vois une autre avocate de la défense pénale dire qu'il s'agissait d'un piège? Donc, j'ai déjà plaidé ce genre d'affaires de piège. Et malgré tous nos efforts, ce que les procureurs vont faire, c'est qu'ils vont montrer toute cette conversation entre l'ancien chef de la police et l'agent infiltré. Et dans ces conversations, c'est lui qui prend contact en premier. Il évoque des relations sexuelles, parle de leurs rencontres et décrit explicitement ce qu'il souhaite faire. Prétendre que c'est un piège est difficile maintenant. C'est une voie difficile à suivre et je ne pense pas que ce soit le cas. Oui, c'est vraiment une voie difficile, surtout quand il disait qu'il aidait ces femmes à tourner la page, qu'il essayait, je suppose, de les sortir de ce milieu d'une certaine manière. Mais ensuite, il y a ces messages, on y revient toujours, où il voulait, excusez mon langage, la prendre par derrière. Je veux dire, quelle est ta réaction face à son changement de version dès qu'il s'est fait prendre la main dans le sac? Chaque fois qu'on voit ce type d'affaires pour attraper un prédateur ou des choses similaires, le refrain le plus courant que nous, le public, entendons, c'est « Eh bien, je n'allais pas vraiment avoir de relations sexuelles avec cette personne. Je la rencontrais pour lui expliquer à quel point ce serait dangereux si j'étais un psychopathe ou un meurtrier. » Et on entend ça tout le temps. Ce n'est jamais vrai. Si ce type a vraiment, vous savez, aidé certaines femmes à changer de vie, c'est fantastique. Il ne semble vraiment pas que ce soit ce qui se passait ici. Oui, et je sais qu'on avait parlé de lui dans les messages, en évoquant le retour de sa fille à la maison, mais je pense aussi qu'une chose qui m'a vraiment marquée, c'est quand il a dit aux autres policiers qui l'ont arrêté que sa femme n'approuverait pas, alors qu'il continuait à prétendre qu'il aidait simplement ses femmes. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Il est chef de la police, père de famille, et pourtant il se fait surprendre à faire ça. Eh bien, évidemment, je ne connais pas cette personne personnellement, je ne sais pas ce qu'il traverse, mais ce que je peux dire, c'est ceci. Vous savez, dans ma pratique, à la fois comme avocat de la défense pénale et autrefois comme procureur, on voit vraiment tous les niveaux de la société. On voit toutes sortes de personnes accusées de ces infractions, allant des avocats jusqu'aux bouchers, boulangers, fabricants de chandeliers.
Je veux dire, ça peut vraiment être n'importe qui. Et puis je sais que, d'après le rapport de police, quand les agents l'ont fouillé, il avait plus de 500 dollars en liquide sur lui. Un avocat de la défense dira sûrement que c'était pour un usage personnel, tandis que les procureurs verront une preuve d'intention de payer pour des relations sexuelles. Mais qu'en pensez-vous un peu des deux côtés du spectre? Ce n'était pas, c'est beaucoup d'argent, mais pas au point qu'on ne puisse expliquer pourquoi quelqu'un aurait 5 000 $ sur lui à 21h30 un soir de semaine. Mais non, et je pense vraiment que les procureurs vont parler exactement de ça, que c'est le montant d'argent, ou proche du montant d'argent dont il s'agissait, que, vous savez, elle avait mentionné une somme d'argent. Il avait de l'argent sur lui. S'il n'avait pas eu d'argent sur lui, alors peut-être, juste peut-être, son argument selon lequel il allait essayer de convaincre cette jeune femme de ne pas, vous savez, commettre ses actes pourrait tenir la route. Mais là, avec un gars qui a de l'argent, il est difficile de défendre cet argument. Oui, et beaucoup d'argent en plus. Je sais que tu as dit 5 000, mais c'était 500. J'aimerais bien que quelqu'un ait 5 000 $ dans sa poche. Ce serait génial. J'aimerais avoir 5 000 dollars en poche, mais 500 dollars, c'est déjà beaucoup. L'incident a été signalé à la commission poste du Massachusetts. Pour celles et ceux qui ne viennent pas du Massachusetts, qu'est-ce que cela signifie exactement? Bien sûr. Donc, il y a une commission qui a été créée afin de déterminer si les membres des forces de l'ordre doivent conserver ou non leur licence. Et chaque fois qu'un membre des forces de l'ordre est arrêté, même pas condamné, mais simplement arrêté, cela doit être signalé à cette commission afin qu'elle puisse décider des mesures, le cas échéant, qu'elle souhaite prendre concernant la licence de cette personne. Donc, c'est un peu comme une affaire interne, mais au niveau de l'État, en quelque sorte. C'est ça. Ce n'est pas propre aux affaires internes ni à un département, mais concerne tout l'État. Je comprends. Et vois-tu un scénario où il serait possible qu'il garde son emploi après cette arrestation? Nous savons qu'il est en congé administratif. Il a dû remettre son arme fournie par la ville, tout ça. Mais vois-tu une possibilité qu'il puisse quand même rester à son poste une fois que tout cela sera peut-être réglé devant les tribunaux? Je pense que c'est très difficile quand des membres des forces de l'ordre sont arrêtés pour n'importe quel crime, peu importe lequel. Nous attendons des forces de l'ordre gravité et professionnalisme. Une fois quelqu'un arrêté, il peut y avoir des exceptions. Je pense que lorsqu'une personne est arrêtée pour un crime, il devient difficile de reprendre son travail. Oui. Et selon vous, quel message cela envoie-t-il à la communauté concernant la confiance envers les agents chargés de les protéger et servir? Vous voyez aux infos qu'il a été arrêté pour avoir prétendument sollicité des relations sexuelles contre de l'argent. Quelles sont vos réflexions sur la façon dont la communauté pourrait réagir à cette arrestation? Il faut aussi rappeler que cette affaire ou arrestation a eu lieu dans une zone rurale du Massachusetts. C'est à la frontière ouest, près de l'État de New York. Il n'y a pas de grande zone métropolitaine proche. Donc, c'est une réponse un peu longue à votre question. Ce n'est pas une grande métropole en expansion avec de nombreux policiers, mais une petite force et une petite communauté. Donc, en fait, cet homme connaît tout le monde dans la communauté et tout le monde dans la communauté le connaît. Je pense donc qu'il lui serait très difficile de reprendre correctement son travail. Et même ça, dans une certaine mesure, sa famille. J'imagine un peu, peut-être ce que vous savez, je déteste le dire, la rumeur, les commérages qui circulent. Comme c'est une petite ville, beaucoup de gens en parlent et j'imagine ce que ressent sa famille. Vous savez, sa fille a été mentionnée dans ce rapport d'arrestation comme une sorte de couverture pour faire sortir la femme qui s'est avérée être une policière infiltrée. Tout ça, mais aussi le fait qu'il soit marié. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont certaines personnes de la ville pourraient réagir, en particulier envers sa famille, même s'ils n'ont rien fait? La plupart des crimes ont des conséquences collatérales dépassant la seule personne accusée. Quel que soit le crime dont vous êtes accusé, soit les membres de la famille sont impliqués et les membres de la famille sont blessés. Et plus le crime est sordide, je pense que plus le risque ou la probabilité que les membres de la famille soient blessés et affectés par les actions des individus est élevée. Et nous savons qu'il a récemment plaidé non coupable des accusations portées contre lui et son avocate de la défense dit qu'elle prévoit de le défendre avec vigueur. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Eh bien, vous savez, l'une des choses à retenir concernant une accusation comme celle-ci, c'est ceci. Ce n'est pas, bien que ce soit une infraction grave, ce n'est certainement pas l'infraction la plus grave, loin de là. Il n'est pas rare que des personnes accusées de ce crime reçoivent une période de probation non surveillée avec certaines conditions qui l'accompagnent. Étant donné qu'il est une personnalité publique, je pense que le bureau du procureur prendra cela plus au sérieux.
Il pourrait chercher à obtenir une peine plus sévère que celle qu'il donnerait à une personne lambda dans la rue. Mais malgré tout, la probabilité que ce type fasse de la prison ou quelque chose dans ce genre, ce n'est tout simplement pas réaliste. Penses-tu qu'il y a une possibilité que ces accusations soient abandonnées plus tard? Je sais qu'on parlait un peu plus tôt de la possibilité que la défense soit l'appât. Mais penses-tu que cette affaire pourrait aller jusqu'au bout, peut-être même jusqu'au procès, par hasard? Encore une fois, tu sais ce que nous savons sur cette affaire jusqu'à présent. À la vue des échanges entre ce monsieur et l'agent infiltré, juger cette affaire semble très difficile. Difficile, mais pas impossible. En tant qu'avocate de la défense pénale, on obtient d'abord le point de vue du client, puis celui de l'autre partie, qui peut parfois fournir des images de caméras corporelles ou des enregistrements. À quel point est-ce difficile quand vous voyez les images de la caméra corporelle se dérouler en temps réel, lorsque vous pouvez enfin les regarder? Cela ne correspond pas forcément à ce que votre cliente a décrit ou à ce qui s'est passé. Cela complique-t-il la défense de votre cliente dans ce cas? Je dirais ceci. Bien que j'apprécie que mes clientes me racontent leur version des faits, si leur version correspondait exactement à ce qui s'est passé, il y a de fortes chances qu'elles n'auraient pas été arrêtées pour un crime. C'est très vrai. Je sais que certaines personnes, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Et nous avons tous un peu peur de l'autorité, même si c'est notre avocate de la défense pénale. Je sais qu'il est possible que cela s'arrange et, comme tu l'as dit, Will, je ne pense pas qu'il ira en prison, mais je me demande si l'affaire ira plus loin, avec des charges aggravées ou même un abandon des poursuites. Ce sera intéressant de voir comment cette affaire va continuer à évoluer. Will Corman, je tiens à te remercier énormément pour ton temps et tes éclairages à ce sujet. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Merci de m'avoir invité, je t'en suis reconnaissant. Selon National Broadcasting Company Boston, Michael Ali Bozak doit retourner au tribunal le 22 décembre pour une audience préalable. Merci d'avoir écouté. Regardez d'autres épisodes sur la chaîne YouTube Law and Crime. Je suis Elizabeth Milner et c'était Inside the Crime.